bonjour à toutes et tous. Je remercie Laura et Émilie quand même qui s'occupent, qui ont lancé ce cycle de conférences que je trouve extrêmement intéressant, et donc je suis vraiment ravie de pouvoir y participer. Donc effectivement, pour ma part, je vais vous parler de la protection des réfugiés fuyant le conflit ukrainien. Tout d'abord, ce qu'il faut commencer par préciser, c'est qu'est-ce qu'on entend de manière générale par des réfugiés. Ce sont des personnes qui vont fuir leur état de nationalité ou leur état de résidence habituel. C'est-à-dire qu'en droit international, on parle des réfugiés uniquement quand ils ont franchi les frontières de leur État. S'ils n'ont pas franchi les frontières de leur État, on va plutôt parler de déplacés internes. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir fuir des zones de combat, mais ils vont rester à l'intérieur du territoire ukrainien. Donc moi, pour ma part, je vais uniquement vous parler des réfugiés. Donc ça va impliquer qu'ils ont nécessairement franchi les frontières de l'Ukraine. Quand on parle des réfugiés qui ont fui le conflit russo-ukrainien, on va d'abord évidemment penser aux personnes de nationalité ukrainienne qui habitaient au moment de l'invasion russe en Ukraine. Mais on ne parle pas que des ressortissants ukrainiens. On peut aussi parler des ressortissants étrangers qui résidaient de manière régulière en Ukraine, donc ils n'ont pas la nationalité ukrainienne, mais dans la mesure où ils résidaient régulièrement en Ukraine, eux aussi se retrouvent dans une situation à solliciter la protection d'un autre État que l'Ukraine. Ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler les victimes, j'ai envie de dire, directes du conflit russo-ukrainien. Mais dans ces réfugiés, il ne faut pas oublier qu'il peut aussi y avoir des victimes indirectes, au sens où, par exemple, on peut avoir de nombreux opposants politiques russes qui vont se prononcer notamment contre la guerre en Russie et se retrouver exposés à des sanctions pénales extrêmement disproportionnées de la part des autorités russes, et qui, elles aussi, peuvent être amenées finalement à quitter la Russie pour solliciter la protection internationale d'un État européen. On peut aussi envisager qu'il y ait des citoyens russes qui refusent de s'engager, enfin de répondre à l'appel et d'être soldats dans l'armée russe, notamment au motif, parce qu'on vient de vous l'exposer, l'armée russe commet de nombreux crimes de guerre, et ces personnes-là peuvent aussi fuir, se retrouver dans une situation de solliciter la protection internationale d'un autre État, et notamment un État européen. Donc moi, je vais essayer de vous traiter de manière assez générale, mais de voir quelles sont la protection qui peut être offerte à tous ces types de personnes. Donc je ne me limite pas qu'à la protection des civils, entre guillemets, de nationalité ukrainienne. Les dernières statistiques entre guillemets que l'on a, donc au 6 avril, on compte un peu plus de 4 736 000 personnes qui ont fui l'Ukraine, ce qui correspond à ce jour à peu près 10% de la population ukrainienne. Si on parle des personnes qui sont arrivées plus spécifiquement en France, vraisemblablement, selon les derniers chiffres qui sont tombés par la police des frontières française, on serait à un peu plus de 45 000 personnes qui seraient arrivées en France. En Nouvelle-Aquitaine, ce serait à peu près 11 000 personnes. Et pour l'instant, il y aurait à peu près un peu plus de 1200 demandes de protection sur le département de la Gironde. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces personnes ne se dirigent pas en priorité vers la France. Les premiers pays dans lesquels se dirigent les populations qui fuient le conflit ukrainien, c'est d'abord la Pologne, qui a reçu un peu plus de 2,5 millions de personnes. On a ensuite la Roumanie, 670 000, la Hongrie, un peu plus de 420 000, la République tchèque, 300 000, l'Allemagne, 290 000. Donc on va dire que pour l'instant, on a quand même en termes de proportion, on a quand même peu de personnes qui sont encore arrivées jusqu'à la France.
Ça peut un petit peu s'expliquer par le fait qu'il y a peu de diaspora ukrainienne en France. Et effectivement, souvent, les personnes, quand elles fuient, elles vont déjà aller vers des pays dans lesquels il peut y avoir des membres de la famille qui vont pouvoir les accueillir ou une communauté d'accueil qui va pouvoir les aider dans leur démarche pour pouvoir trouver notamment, par exemple, un hébergement. Alors, le principal dispositif qui a été mis en place par l'Union européenne, c'est ce qu'on va appeler la protection temporaire. Donc, en termes de chronologie, donc 24 février 2022, déclenchement du conflit armé avec l'invasion du territoire ukrainien par les forces russes. Dès le même jour, le Conseil européen condamne l'agression militaire de la Russie. Et dès le 4 mars 2022, soit à peu près une semaine après, le Conseil de l'Union européenne constate de manière unanime l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance de l'Ukraine, ce qui est un des critères permettant de déclencher ce qu'on va appeler la protection temporaire et donc de mettre en œuvre cette fameuse directive de 2001 sur la protection temporaire. Donc, je vais vous présenter déjà un petit peu de manière générale que dit cette directive donc, et d'où elle vient. La directive sur la protection temporaire, elle a été adoptée en 2001 et finalement, elle fait suite au contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et au Kosovo. Il faut savoir que dans les années 90, le HCR avait fait de la protection temporaire un élément clé de sa réponse pour pouvoir protéger ces populations-là. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de directive protection temporaire. Donc, en fait, chaque État européen avait délivré sa propre protection selon des statuts différents, avec des droits octroyés qui pouvaient être différents, etc. Donc, il y avait eu une protection qui avait été accordée, mais de manière assez désordonnée et en tout cas pas sur un même pied d'égalité. Donc, au lendemain de ce conflit-là, l'Union européenne a commencé à vouloir ce qu'on va appeler harmoniser les politiques européennes d'asile, a commencé à prendre plusieurs textes qu'on appelle des directives pour essayer d'avoir des normes minimales qui soient communes à tous les États pour mettre en place des politiques européennes d'asile communes. Et parmi les textes qui sont adoptés, il y a cette fameuse directive protection temporaire. Sauf que jusqu'à maintenant, cette directive protection temporaire n'avait jamais été activée. Et ce qui est sans doute un petit peu ironique, dans les négociations récentes sur la renégociation de ce paquet, ce qu'on appelle le pacte européen sur les migrations et l'asile, c'est-à-dire de cet ensemble de textes qui essayent de mettre des normes minimales entre tous les États européens sur l'octroi de l'asile, eh bien, il était prévu de supprimer de supprimer cette directive protection temporaire. Donc là, c'est assez étonnant, on va activer cette directive protection temporaire. Donc l'objectif de cette directive protection temporaire, c'est donc d'instaurer des normes minimales pour l'octroi d'une protection d'une courte durée à des personnes qui fuient massivement en provenance d'une zone géographique clairement identifiée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre du mécanisme de la protection temporaire, c'est que c'est vraiment une procédure qui est dite exceptionnelle, qui est censée uniquement être activée qu'en temps de crise. La protection qu'elle accorde est une protection de courte durée qui va être supplémentaire à d'autres types de protections qui existent, elles, en temps, entre guillemets, normal, qui est notamment le statut de réfugié. Donc, le statut de réfugié, il est prévu par la Convention internationale de Genève de 1951. Donc, les personnes qui vont fuir, par exemple, le conflit ukrainien, vont pouvoir bénéficier de la protection temporaire, mais ça vient en plus, et ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas aussi solliciter le statut international de réfugié, j'y reviendrai ensuite. Ça vient aussi en plus de ce qu'on va appeler la protection subsidiaire, qui est elle aussi une protection complémentaire à la Convention de Genève, qui a été mise en place par l'Union européenne et qui vise plus spécifiquement à protéger des personnes qui fuient des
des situations de violence aveugle et ce qui est le cas dans un conflit armé généralisé. Autre particularité de la protection temporaire, de ce mécanisme spécifique, c'est qu'elle prévoit des procédures qui sont largement accélérées et simplifiées pour essayer de faciliter l'octroi très très rapide de la protection. Et ce qui fait vraiment la grosse différence par rapport à ce qu'on va appeler par rapport au régime de droit commun de l'asile et notamment du statut international de réfugié, c'est que la reconnaissance de la protection temporaire se fait sur une base quasi automatique, sur la seule base d'un critère de nationalité ou d'origine nationale. Parce que la protection temporaire, elle vise des personnes qui viennent d'une même zone géographique ou d'un même pays. Donc, dès lors qu'elles ont la nationalité, on va, par principe, leur accorder la protection temporaire. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le statut international de réfugié conformément à la Convention de Genève de 1951, puisque dans ces cas-là, on va examiner les craintes de persécution des personnes, mais sur une base individuelle, c'est-à-dire que chaque personne va devoir justifier individuellement pourquoi elle, est-ce qu'elle craint d'être persécutée, pourquoi elle, toute seule, elle mérite d'être protégée. Là, on va beaucoup plus vite dès lors qu'elles ont la nationalité des personnes qui fuient une certaine zone géographique, elles bénéficient de la protection temporaire et c'est ce qu'on va appeler une reconnaissance prima facie sur le seul base du critère de nationalité. Alors, il y a des bénéficiaires, donc les personnes qui sont identifiées comme venant d'une zone géographique ou d'un pays précis, mais il est quand même prévu dans la directive protection temporaire qu'il y ait des personnes qui, par principe, sont exclues de la protection temporaire. Et là, on retrouve les mêmes critères que dans le statut international de réfugié de 1951. En gros, les persécuteurs n'ont pas le droit de bénéficier d'une protection internationale, que ce soit au titre du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire. En gros, c'est qui? Ce sont des criminels de guerre, des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité, ou alors des personnes qui ont commis des crimes graves de droit commun, c'est-à-dire des personnes qui menacent l'ordre public et la sécurité de l'état d'accueil. On va considérer que ces personnes-là ne méritent pas d'être protégées. Donc elles, et c'est déjà prévu dans les textes de l'Union européenne sur la protection temporaire, ces personnes sont d'office exclues. Pour mettre en œuvre la protection temporaire, il faut qu'elle soit activée. Sinon, elle n'existe pas, tout simplement. Les clauses d'activation, il faut constater l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées. Comment ça se fait? Un peu par le nombre de personnes qui arrivent et le caractère soudain du nombre de personnes qui vont arriver. Il y a un deuxième critère qui est aussi très important et qu'on oublie souvent, c'est que les autorités vont anticiper un engorgement des procédures d'asile, donc des procédures classiques pour demander l'asile, le statut international de réfugié. Donc, et on le comprend parce que normalement, pour bénéficier du statut international de réfugié, il faut examiner chaque demande une par une, vérifier que la personne a des craintes individuelles, personnelles d'être persécutée. Or là, quand il y a un afflux massif de personnes, on ne va pas aller vérifier un par un s'ils bénéficient, enfin s'ils craignent d'être persécutés, on va leur accorder sur le simple fait qu'ils ont la nationalité, par exemple, ukrainienne. Donc, il y a ce critère-là qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire anticiper un engorgement des procédures d'asile. Et du coup, c'est plus simple quand même pour les autorités de faire face à cet afflux de personnes. Il y a une procédure à respecter pour que la directive protection temporaire se mette en place. Il faut un vote à la majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne sur proposition de la Commission. Ce qui est assez intéressant là, entre guillemets, c'est que le Parlement européen n'a pas son mot à dire, il ne vote pas. Dans les textes, il est prévu que la protection temporaire protège les personnes, les bénéficiaires pendant une durée d'1 an. Donc, on est bien sur une courte durée. Et ensuite, cette protection peut être prorogeable 2 fois par période de 6 mois. Donc, normalement, entre guillemets, par principe, la protection temporaire ne devrait pas durer au-delà de 2 ans. Enfin,
dans le texte de l'Union européenne, cette fameuse directive protection temporaire, il y a tout un ensemble de droits que les États européens, quand ils vont mettre en place la protection temporaire, vont devoir accorder aux bénéficiaires de la protection temporaire. Le droit d'accès notamment au marché du travail, le droit de scolariser les enfants mineurs, le droit de faire venir les membres de sa famille qui ne sont pas encore arrivés, le droit d'accès à un hébergement sûr et durable, le droit d'accéder à des soins, à l'hôpital, etc. Donc, dans cette directive, il y a quand même toute une panoplie de droits qui, dès lors que la personne arrive et qu'elle devient bénéficiaire de la protection temporaire, doit bénéficier de l'ensemble de tous ces droits qui vont quand même lui permettre d'avoir un accueil et une prise en charge complète par les autorités nationales. Donc en France, la directive protection temporaire a été transposée dans le Code de droit des étrangers à l'article L581.1 et suivant de ce code. Et donc, c'est par cette base juridique que va se mettre en place la protection temporaire pour le cas spécifique de l'Ukraine. Alors là, on va venir, qu'est-ce qui est concrètement mis en place dans le cadre de cette protection temporaire pour les personnes qui fuient le conflit armé russo-ukrainien? Donc, je l'ai dit, il y a eu un vote dès le 4 mars pour activer la directive protection temporaire. Donc, qui sont concrètement les bénéficiaires aujourd'hui de cette protection temporaire? On a d'abord donc les ressortissants ukrainiens, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité ukrainienne et qui ont fui l'Ukraine à partir du 24 février 2022, c'est-à-dire à partir de la date de l'attaque russe. Il y a aussi les ressortissants ukrainiens qui sont donc de nationalité ukrainienne, mais qui, au moment, à la date du 24 février, se retrouvaient et étaient présents dans un autre État membre pour diverses raisons, que ce soit pour travailler, pour un séjour, etc. Et donc ces personnes-là, en fait, elles vont pas pouvoir rentrer dans leur foyer en Ukraine. Donc elles aussi, dès lors qu'elles ont la nationalité ukrainienne et qu'elles prouvent qu'elles avaient leur résidence régulière en Ukraine, eh bien, vont pouvoir bénéficier de la protection temporaire. Il y a également tous les réfugiés et les apatrides qui bénéficiaient de la protection internationale de l'Ukraine et qui, eux aussi, même s'ils sont de nationalité étrangère, ils étaient réfugiés en Ukraine et ils ont eux aussi dû partir et fuir l'Ukraine à partir du 24 février et donc elles aussi peuvent bénéficier de la protection temporaire. Quatrième catégorie de personnes qui sont éligibles à la protection temporaire, ce sont des ressortissants étrangers qui étaient résidents de longue durée en Ukraine. Là, on va voir qu'il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'un résident étranger de longue durée? Donc, il va falloir prouver qu'on était résident étranger de longue durée en Ukraine. Mais on va rajouter une condition supplémentaire, à la condition qu'elles ne puissent pas retourner dans leur pays d'origine, leur pays de nationalité, dans des conditions sûres et durables. Donc là encore, ça va dépendre de chaque pays. Ce qui veut quand même dire qu'a priori, même si ces ressortissants étaient résidents de longue durée en Ukraine, c'est-à-dire qu'elles s'étaient établies de manière durable en Ukraine, elles ont une autre nationalité, donc a priori, c'est leur état de nationalité qui doit les reprendre en charge, sauf à prouver qu'elles ne peuvent pas rentrer dans des conditions sûres dans leur pays de nationalité. Et dernière catégorie de bénéficiaires, ce sont tous les membres de famille de ces quatre premières catégories, que ce soit les conjoints, les enfants mineurs, les personnes à charge. On pense par exemple à des personnes âgées, aux grands-parents, qui peuvent se trouver dans un autre État européen ou qui peuvent encore être en Ukraine. Et donc, dès lors qu'elles vont arriver, par exemple en France, elles vont pouvoir bénéficier de la protection temporaire. Une particularité et qui déroge à la règle normalement applicable quand un demandeur d'asile entre sur le territoire européen et veut solliciter le statut de réfugié, eh bien, les personnes ukrainiennes ont le choix de choisir le pays dans lequel elles vont demander la protection temporaire.
ce qui est complètement dérogatoire à ce qui se passe normalement. Normalement, c'est ce qu'on appelle le règlement de Dublin de l'Union européenne qui dit que la demande d'asile doit être demandée dans le premier pays d'entrée ou dans le premier pays dans lequel les empreintes de la personne ont été prises. En gros, si les personnes fuient le continent africain, généralement, elles vont plutôt essayer de tenter, dans des conditions très périlleuses, de traverser la Méditerranée. Elles vont rentrer par l'Italie, elles vont passer par la Grèce. C'est pour ça que ces pays ont longtemps été quand même largement submergés par des demandes d'asile, parce que c'était ces pays-là qui étaient en priorité compétents. Là, pour les Ukrainiens, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont la possibilité de choisir le pays finalement européen dans lequel ils vont demander la protection temporaire. Ça s'explique aussi en partie parce que les ressortissants ukrainiens n'ont pas besoin d'un visa pour rentrer au sein de l'Union européenne. Ils ont ce qu'on appelle le principe de la libre circulation pour rentrer dans l'Union européenne pendant 90 jours. Donc, ils ont la possibilité légale de traverser les frontières, de résider pendant 90 jours, mais au-delà des 90 jours, normalement, ils sont censés rentrer dans leur pays, sauf que là, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment une particularité de la protection temporaire. Alors, quels sont les droits qui sont concrètement octroyés aux personnes bénéficiaires de la protection temporaire? Donc, en fait, en France, quand les ressortissants, alors c'est plutôt des ressortissants ukrainiens, hein, donc par facilité, je vais parler des ressortissants ukrainiens, ils arrivent sur le territoire français. Il y a des guichets uniques qui ont été mis en place au sein des préfectures, c'est-à-dire qu'ils ont des guichets d'accès privilégiés, et ils vont se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois. Cette APS, autorisation provisoire de séjour, sera renouvelée automatiquement de plein droit pendant tout le temps de l'activation de la directive protection temporaire. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de déposer en tant que tel une demande d'asile, ils n'ont pas besoin de déposer une demande d'asile devant l'OFPRA. Ensuite, les bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de ce qu'on appelle l'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA, qui est attribuée sous condition de ressources. Ça correspond à peu près à 300 € par adulte et entre 700 et 900 € pour une famille de 2 enfants. C'est-à-dire que dès lors qu'on leur délivre l'autorisation provisoire de séjour, l'APS, ils ont une carte de paiement sur laquelle il y a le montant de l'allocation. Ils ont aussi accès immédiatement aux soins, à des soins, par le biais de la protection universelle maladie, sans délai de carence, parce que normalement, pour un demandeur d'asile classique, il y a un délai de carence de 3 mois. Eux, ils ont un privilège supplémentaire, entre guillemets, il n'y a pas de délai de carence. Et il y a aussi l'ouverture de droits pendant 1 an à la complémentaire santé solidaire. Ensuite, ils ont droit aux APL et à ce qu'on va appeler un hébergement. Alors, c'est vrai que pour l'instant, l'hébergement, c'est beaucoup un hébergement qui a été mis en place par des bénévoles et des citoyens européens, français qui ont proposé de les accueillir directement chez eux à leur domicile. Pour l'instant, il va encore falloir trouver des places d'hébergement qui soient plus durables. Mais en tout cas, c'est un processus qui est là encore différent des autres demandeurs d'asile qui, eux, ont accès à certains types d'hébergement. Et là, on crée encore une voie parallèle pour qu'ils bénéficient d'un hébergement supplémentaire. Les enfants mineurs ont le droit et peuvent s'inscrire directement dans les écoles, collèges et lycées. Pour les étudiants, il faut qu'ils passent par l'agence Campus France avec la possibilité d'aller s'inscrire dans les universités françaises. Autre point important, les personnes qui sont bénéficiaires de cette APS ont un accès direct au marché du travail. Là encore, c'est une particularité et c'est différent des autres demandeurs d'asile. Ils ont accès directement au marché du travail, que ce soit du travail salarié ou non salarié.
Ils ont bien évidemment droit au regroupement familial, c'est-à-dire de demander à faire venir les membres de leur famille, conjoints, enfants, personnes à charge. Possibilité d'avoir accès à des cours de français. Alors pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu chaotique parce que c'est seulement des plateformes en ligne, hein, mais ils sont censés avoir accès à des cours de français gratuits. Ils sont aussi censés pouvoir bénéficier des allocations familiales, mais normalement, il y a pareil un délai de carence de 3 mois. Là, on attend un petit peu les décisions des autorités françaises. Un décret serait censé être pris, mais vraisemblablement, ils n'y ont pas directement pensé jusqu'à maintenant. Pardon, je reviens. Les personnes qui bénéficient de la protection temporaire, ils ont une protection automatique sur la seule base quasiment de leur nationalité, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas aussi et en plus solliciter le statut de réfugié, solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire qui est spécifique à l'Union européenne, puisque dans cette protection subsidiaire, on vient notamment protéger des personnes qui fuient une situation de conflit armé. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus, ils fuient une situation de conflit armé. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir repasser dans le régime de droit commun, solliciter l'asile, faire une demande auprès de l'OFPRA. Et s'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, ça viendra remplacer la protection temporaire. S'ils ne l'ont pas, ils garderont le bénéfice de la protection temporaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces personnes-là bénéficient du statut de réfugié ou du statut de la protection subsidiaire, ça suppose qu'elles ont des droits qui seront sur une plus longue durée, au-delà des seuls 2 ans prévus maximum par la protection temporaire. Ils sont nécessairement, je vois que vous mettiez 3, il y a 2 ans, il faut une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne pour proroger une 3e année. Mais c'est vrai que le principe on peut proroger 2 fois 6 mois de manière beaucoup plus simplifiée. Il faut un nouveau vote pour que ça passe à une 3e année. C'est pour ça que je l'ai passé sous silence, mais je suis d'accord avec vous. Donc, voilà pour la protection temporaire. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas bénéficier de la protection temporaire. Il y a notamment des ressortissants ukrainiens qui résidaient régulièrement en France avant le 24 février et qui pouvaient avoir un statut avec un titre de séjour de courte durée et qui étaient à plus ou moins long terme, étaient amenés à rentrer en Ukraine et qui, de ce fait, ne souhaitent pas rentrer en Ukraine étant donné les conditions. Il y a aussi tous les demandeurs d'asile qui étaient en cours d'instruction en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore le statut de réfugié, leur demande était en cours d'instruction et eux, ils ne font pas partie des bénéficiaires de la protection temporaire. Et puis, il y a tous les ressortissants étrangers qui résidaient de manière régulière aussi en Ukraine, qu'ils aient un statut, un titre de séjour, long séjour en Ukraine, mais qui ne puissent pas rentrer de manière sûre et durable dans leur pays d'origine ou qui avaient un titre de séjour de plus courte durée. On peut penser par exemple à des étudiants étrangers en Ukraine, on pourra y revenir. Et eux ne bénéficient pas non plus de la protection temporaire. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, on peut aussi envisager qu'il y ait des victimes, entre guillemets, indirectes du conflit russo-ukrainien, des opposants politiques russes, des personnes qui ne veulent pas servir dans l'armée russe et eux non plus ne peuvent pas être éligibles à la protection temporaire. Ils n'ont pas la nationalité ukrainienne, pour faire simple. Donc eux, ils retombent finalement dans ce qu'on va appeler le statut de droit commun. Eux, ils doivent nécessairement déposer une demande d'asile pour essayer de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ce qui nécessite un parcours qui est autrement plus complexe. Alors, si on regarde par exemple les opposants politiques russes, par exemple, qui manifestent tout simplement leur désaccord avec le conflit armé en Ukraine, vraisemblablement, ils remplissent tous les critères pour bénéficier du statut international de réfugié. Ils craignent, avec raison,
et individuellement d'être persécutés. Pourquoi? Parce que le simple fait de juste parler du mot guerre, ils risquent d'être emprisonnés. On sait qu'en Russie, dans les prisons russes, il y a des pratiques assez récurrentes et régulières de mauvais traitements, voire de torture, et que évidemment ils ne peuvent pas bénéficier de la protection des autorités russes, parce que ce sont les autorités russes qui sont les autorités persécutrices. Et dans la Convention de Genève de 1951, il faut non seulement prouver qu'on craint avec raison d'être persécuté, mais rattacher cette crainte de persécution à un motif. Il n'y a que 5 motifs qui sont possibles, et notamment, il y a le motif de l'opinion politique. Donc là, très clairement, ces personnes-là, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne leur accorde pas le statut international de réfugié. De la même façon, des personnes qui ne voudraient pas servir dans l'armée russe, elles aussi remplissent tous les critères pour bénéficier du statut international de réfugié. Il y a une jurisprudence constante pour accorder le statut de réfugié à des personnes qui refusent de servir une armée qui commet de manière régulière et systématique des crimes de guerre. Donc là, c'est manifestement le cas. Il y a une question un peu de logique. Le statut de réfugié, par principe, ne peut pas être accordé à des personnes, à des criminels de guerre. Donc on ne peut pas d'un côté dire on vous exclut du statut de réfugié et d'un autre côté dire on ne protège pas ceux qui disent justement je ne veux pas servir dans cette armée qui commet des crimes de guerre. Donc c'est une question de logique. Mais si on parle de toutes ces personnes-là, on retombe dans entre guillemets dans le droit commun, et dans ces cas-là, le règlement de Dublin s'applique. Ça veut dire qu'ils doivent déposer leur demande d'asile dans leur premier pays d'entrée. Vraisemblablement, ce ne sera pas la France. Voilà. J'en termine sur quelques controverses, sans doute plus que justifiées, qui ont été évoquées ces derniers temps dans la presse. On a pu parler effectivement d'un traitement discriminatoire aux frontières, notamment polonaises, pour des ressortissants d'origine africaine, c'est-à-dire des résidents étrangers qui résidaient en Ukraine mais qui n'avaient pas la nationalité ukrainienne, vraisemblablement, effectivement, qui ne bénéficient pas du même, entre guillemets, accueil dont pourraient bénéficier les ressortissants ukrainiens. Et effectivement, dans la loi polonaise, il n'y a pas la possibilité d'accorder la protection temporaire à des résidents étrangers. Donc, eux, ils retombent dans la procédure classique de l'asile. On peut aussi se poser la question d'un traitement différencié, voire discriminatoire, entre des ressortissants ukrainiens et d'autres demandeurs d'asile. Alors, bien évidemment, mon propos n'est pas là de critiquer la protection temporaire et de l'accueil qui est apporté aujourd'hui aux réfugiés ukrainiens. Mais il n'empêche qu'on a eu des précédents ces 10 dernières années. Vraisemblablement, les Syriens, eux aussi, fuyaient une situation de conflit armé. À aucun moment, la directive protection temporaire n'a été activée. On a plutôt eu des politiques de blocage des frontières. Et donc, est-ce que les Européens ont retrouvé le sens de l'accueil? Je voudrais bien être optimiste, mais pour l'instant, on n'a pas le même discours pour d'autres demandeurs d'asile, que ce soit des réfugiés syriens, que ce soit des réfugiés qui fuient le conflit armé au Yémen, la situation en Afghanistan, etc. Donc effectivement, on peut quand même on peut se réjouir d'un côté pour les réfugiés ukrainiens et en même temps s'interroger sur le fait que à aucun moment l'Union européenne n'a souhaité, et ça a été demandé à plusieurs reprises, on pourrait y revenir, d'activer la protection temporaire, notamment au moment du conflit en Syrie, et la réponse a systématiquement été non. Je vous remercie.